Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de vrai être et plus particulièrement du vrai être dans les relations. Certaines croyances ou idées reçues nous mènent à saboter les relations et notamment au niveau de la communication. Les piliers que je voudrais vous partager aujourd'hui touchent la communication mais pas que. Alors, quels sont les trois piliers du vrai être pour des relations vraies? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et le premier pilier pour des relations saines et vraies, ce sont les règles claires. Dans une relation entre deux personnes, chacun des deux va arriver avec ses propres règles de fonctionnement dans les relations et puis ses propres valeurs, sa propre vision de la vie, sa propre vision des relations. Chacun arrive avec son set de règles. Et toute l'idée, c'est de faire cliquer les deux. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va pas avoir exactement la même vision de la vie ou des relations, on va pas avoir tout pareil, mais on va s'entendre sur les principales règles qui vont régir cette relation. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on entre dans une relation, on a toujours cette idée préconçue, cette idée fausse que l'autre arrive avec exactement les mêmes règles. Plus encore, on a le sentiment qu'on définit les choses de la même manière. Si par exemple j'ai à cœur de mettre beaucoup de bienveillance et de douceur dans une relation, je vais m'attendre à ce que cette règle soit appliquée également de l'autre côté. Mais encore faut-il s'entendre sur les définitions des choses. Qu'est-ce que la douceur? Qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que l'authenticité? Toutes ces choses-là ont besoin d'être mises au point à un certain moment de la relation. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait le premier jour où on se serre la main et on se dit bonjour, mais c'est quelque chose qui devrait se faire à mesure que la relation s'établit, que la relation grandit et évolue. Et plus nos règles sont compatibles avec les règles de l'autre, et plus ça peut bien fonctionner entre nous. Dans un premier temps de la relation, ce que je suggère, c'est de vérifier l'accord entre les deux sur les limites non négociables. Chaque personne arrive avec ses limites non négociables à elle, et là, il s'agit de vérifier que les limites non négociables sont acceptées et sont respectées par l'autre. Et ici, vous me voyez venir avec le sujet des blessures, notamment les blessures d'oubli de soi, à commencer par la blessure d'invisibilité qui a tendance à nous pousser à nous suradapter. Lorsqu'on a une blessure d'invisibilité, on a tendance à être ultra respectueux des limites de l'autre, mais ultra conciliante avec nos propres limites. Et c'est ça qu'on a besoin d'observer en conscience. On a besoin vraiment de nous assurer, d'abord, un, de bien clairement énoncer nos limites non négociables et deux, de vérifier que l'autre les respecte bien. Et il en est de même pour la blessure d'humiliation qui a tendance à vraiment accepter l'inacceptable, voire même à penser que ce qui est inacceptable bah, peut être finalement acceptable. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Donc, on a vraiment besoin de faire un point d'abord avec soi sur ses règles, sur ses limites non négociables et ensuite de les communiquer clairement à l'autre. Et c'est ici où le bas blesse parce qu'on a peur de poser des limites. On a peur de perdre l'autre si on pose des limites non négociables. On a peur de décevoir l'autre quand on a une blessure d'invisibilité. On a peur du conflit avec l'autre. On a envie d'éviter le conflit et donc on va toujours essayer de faire avec. On va toujours essayer d'être conciliante ou conciliant. On va faire cet effort-là. La blessure d'invisibilité, c'est ça qu'elle nous demande. Quant à la blessure d'humiliation, elle est un peu plus explosive, c'est-à-dire qu'elle va accepter, et puis un jour éclater d'un coup. C'est un petit peu la spécialité de la blessure d'humiliation. En fonction de quelle blessure d'oubli de soi on a, on peut oublier des fois de mettre des limites claires. Et c'est là l'un des sujets principaux du livre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver le lien en bas dans la description de la vidéo. C'est là où j'explique quels sont les signes que quelque chose cloche dans la relation. Quels sont les signes que vous êtes peut-être avec un partenaire ou une partenaire malveillant, malveillante, ou bien peut-être bienveillant, bienveillante, mais qui a des blessures qui sont encore trop vives. Et vous trouverez ça dans le livre aussi, mais j'aimerais souligner ce point-là. Lorsqu'une personne vous impose des règles de fonctionnement dans la relation qu'il ou elle n'applique pas à lui-même ou à elle-même, faites très attention. Quand quelqu'un estime être au-dessus des règles qu'il ou elle fixe pour la relation, là, il y a un vrai problème. J'ai envie de vous dire, évitez les personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus des règles qu'elles imposent pour les autres. On n'est déjà pas dans une réciprocité, mais alors là, pas du tout.
Et puis, je doute qu'il puisse y avoir du respect des limites si une personne fixe des règles à l'un ou à l'une et ne les applique pas pour elle-même. Si les règles sont floues, si elles sont changeantes, si elles sont opaques, si elles sont applicables uniquement à vous et pas à la personne qui la fixe, je n'ai pas envie de vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez mieux que moi, mais j'ai envie de vous dire réfléchissez, réfléchissez calmement à la situation. Parce qu'à mon sens, une relation saine implique des règles claires, partagées et respectées d'une manière réciproque. Et j'ai envie de vous partager un extrait du livre. Dans le chapitre 5, je donne quelques points à surveiller lorsqu'on entre dans une relation. Si certains de ces points résonnent avec votre histoire, s'il vous plaît, arrêtez-vous et prenez le temps de la réflexion. J'utilise il dans le livre, mais bien évidemment, vous pouvez remplacer ça par elle selon le cas de figure que vous vivez. Il refuse de discuter de certains sujets qui vous tiennent à cœur. Il vous tient éloigné de son monde et refuse de faire partie du vôtre. Vos rencontres ne se font que chez vous ou chez lui. Vous ne connaissez aucun de ses amis et il ne connaît aucun des vôtres. Il entretient la confusion lorsqu'il répond à vos questions et reste flou et évasif ou utilise l'agressivité pour mettre fin à une discussion sensible. Et c'est là où c'est important d'avoir vraiment des règles claires. Les règles doivent être claires. Il cherche à vous déstabiliser pour ne pas avoir à répondre à vos questions. Il utilise vos propres mots, formulations et expressions pour vous adresser des reproches. Il souffle en permanence le chaud et le froid. En d'autres termes, il vous dit tout et son contraire. Il utilise votre volonté d'éviter les conflits pour vous mener à faire ce qu'il veut. Et c'est là la volonté d'éviter les conflits de la blessure d'invisibilité qui peut prendre le dessus et qui peut justement laisser traîner une situation qui est inconfortable. Vous avez peur d'aborder certains sujets avec lui, toujours cette peur du conflit de la blessure d'invisibilité. Vous craignez de le perdre en ne vous soumettant pas à ses demandes. Là, on est plus dans la blessure d'humiliation qui est prête à se soumettre plutôt que de perdre la personne. Vous faites des choses contre votre gré par pitié pour lui. Et la pitié, c'est vraiment une émotion qui est ressentie sous le joug de la blessure d'humiliation et qui peut pousser la personne à accepter l'inacceptable par pitié. Il menace régulièrement de vous quitter. Et là, quand on a une blessure d'insécurité avec une blessure d'oubli de soi, donc ça peut être invisibilité avec rejet, invisibilité avec abandon, humiliation avec rejet ou avec abandon, dans ces cas-là, c'est très très douloureux de supporter ce genre de menace. Il veut que vous fassiez passer la relation avant tout le reste, mais se met en colère lorsque vous lui demandez la même chose. Et là, c'est véritablement l'histoire des règles du jeu qui s'appliquent pour nous, mais qui ne s'appliquent pas pour l'autre. Si la personne est au-dessus des règles qu'elle fixe elle-même, il y a un vrai problème dans la relation. Il vous culpabilise systématiquement pour tout ce qui ne fonctionne pas dans la relation. Là encore, la culpabilité est un levier puissant. Quand on a une blessure d'invisibilité, on a vraiment tendance à culpabiliser pour tout et à prendre la responsabilité de tout ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est très facile pour la personne en face d'appuyer sur ce bouton, d'utiliser ce levier de la culpabilité. Il n'assume pas ses responsabilités et ne respecte pas ce qui a été décidé. Là encore, les règles ne s'appliquent pas pour les deux. Il nie vos émotions et vos besoins. Là, si vous en êtes arrivé à ce stade-là dans la relation, je vous invite vraiment à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre avec quelqu'un? Parce qu'être en relation avec quelqu'un qui nie nos émotions et nos besoins, ça ne peut pas être un cadre sécurisant. On ne peut pas se sentir en sécurité de s'ouvrir. On ne peut pas se sentir en sécurité, point. Et je vais lire un dernier point, même s'il y en a d'autres qui sont encore plus graves à mon sens. Il vous compare à d'autres personnes dans le but de vous rabaisser. Là, les amis, si vous êtes en relation avec une personne, que ce soit une relation amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, là, arrêtez-vous et prenez le temps d'y penser. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans des relations? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? Prenez le temps de lire cette partie du livre ou bien si vous ne l'avez pas, prenez le temps de réécouter cette vidéo, de réécouter ces différents points pour vraiment réfléchir à ce que vous désirez manifester comme type de relation. Et si vous avez des doutes, j'ai une clé pour vous. Je sais que quand on a une blessure d'invisibilité ou d'humiliation
ou même une blessure d'abandon ou de rejet, on va avoir de la difficulté à faire ça. Mais c'est vraiment une des clés les plus efficaces que je connaisse, c'est de poser les questions qui font peur. Oser poser les questions qui font peur. Poser les questions au sujet des limites, au sujet des règles, au sujet du respect. Poser les questions qui font peur pour avoir des réponses et éviter que votre tête ne continue à tourner autour du rond-point, ce fameux rond-point mental, pour éviter de douter de vous-même. Osez poser les questions qui font peur. Vos besoins sont sous votre responsabilité et les besoins relationnels ou émotionnels, si vous préférez, ce sont des besoins qui vont être satisfaits dans une expérience relationnelle. Donc forcément, ça implique l'autre. On ne peut pas vivre des expériences relationnelles toute seule ou tout seul. Donc il est important d'être au clair aussi avec les besoins émotionnels, les limites non négociables et les besoins émotionnels. Pas de confiance, pas de relation, ou du moins pas de relation durable. Parce que la confiance, c'est le ciment des relations saines, des relations vraies. Le sujet de la confiance est un des sujets du livre Amour toxique, blessure et guérison, parce que lors d'une rencontre, il est vrai qu'on va rencontrer une personne qui va encore être dans notre sphère sociale, et puis à un certain moment, si la relation évolue, elle va entrer dans notre sphère de confiance. Et le nom parle de lui-même, la sphère de confiance nécessite de la confiance. Mais bien évidemment, la confiance ne se donne pas complètement d'un coup. Elle se donne morceau par morceau. On avance, on chemine, on fait des expériences ensemble et on donne comme ça sa confiance au fil du temps, petit à petit. Mais vouloir qu'une relation évolue et grandisse sans pour autant donner de la confiance à l'autre, ça, ce n'est pas possible. Malheureusement, on dit à tort que la confiance est quelque chose qui se gagne. Il n'y a rien de plus faux. La confiance n'est pas quelque chose qui se gagne. La confiance, c'est quelque chose qui s'offre. La confiance et donner sa confiance à l'autre, c'est une décision. Donc c'est vous qui décidez si vous êtes prête, prêt ou pas à donner votre confiance à l'autre. Si quelqu'un ne nous donne pas sa confiance, ça parle de l'autre, ça ne parle pas de nous. Parce que la confiance, c'est vraiment quelque chose qui s'offre. Malheureusement, si on a envie de continuer à poursuivre une relation sans donner notre confiance, ça va générer des tensions. Parce que la personne en face de nous va ressentir cette absence de confiance. Et d'ailleurs, il y a certaines questions qui sont ancrées dans cette absence de confiance. Et souvent, ces questions, ce sont des questions qui commencent par pourquoi. Et ce sont vraiment des poisons émotionnels, ces questions-là. Quand on dit pourquoi tu fais comme ça, ou pourquoi il n'y a jamais de ci, ou pourquoi c'est toujours comme ça. Ces questions qui commencent par pourquoi sont des questions toxiques. Malheureusement, quand il n'y a pas de confiance, c'est inévitablement ce genre de questions qu'on va poser. Donc en fait, au lieu de poser des questions si toxiques qui commencent par pourquoi, je vous propose de commencer vos questions par est-ce que ou qu'est-ce que. Si par exemple vous avez le sentiment que la personne en face de vous vous a blessé, au lieu de demander pourquoi tu m'as blessé, peut-être que ce serait bien de vérifier déjà entre vous et vous-même, est-ce qu'il m'a blessé intentionnellement ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être que ce qui nous a blessés a été une réaction d'une blessure chez l'autre. Peut-être que nous, on a dit quelque chose de blessant, l'autre a répondu, mais on ne s'est pas rendu compte d'avoir dit quelque chose de blessant, on s'est juste rendu compte quand nous, on a été blessé. Peut-être. Donc il y a vraiment des questions à se poser d'abord à soi et puis à l'autre. Au lieu de poser des questions qui commencent par pourquoi, posez plutôt des questions qui commencent par qu'est-ce que ou est-ce que. Le pourquoi est accusateur et il est ancré dans une énergie de victimisation. Donc, à part amplifier cette énergie toxique de victime, la question ne sert à rien. Et puis, c'est de se poser la question aussi, est-ce que je suis prête ou prêt à donner ma confiance à cette personne? Je pense que là est la question la plus grande. Parce que des fois, on ne veut pas donner notre confiance parce qu'on a été blessé auparavant et qu'on ne veut plus être blessé encore. Et des fois, c'est tout simplement parce qu'on aimerait que l'autre s'ouvre en premier. Et donc, on n'a pas envie d'offrir notre confiance parce que qui dit offrir sa confiance dit ouvrir son cœur et on n'a pas envie d'ouvrir son cœur en premier. Donc, cette réflexion, vraiment, c'est pour vérifier si je donne pas ma confiance parce qu'il y a quelque chose que je sens peut-être de malveillant ou d'inauthentique chez l'autre. Ou bien est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à ouvrir mon cœur parce que j'ai le cœur blessé, j'ai le cœur protégé et je ne veux pas l'ouvrir. Et dans les deux cas, il y a une réflexion à mener au sujet des décisions à suivre.
Et le troisième pilier, c'est la conscience dans la communication. Parce que trop communiquer, c'est comme ne pas communiquer assez. Parce que cette idée qu'il faut absolument parler de tout, pour moi, ce n'est pas vraiment vrai. Ma vision au sujet de la communication, c'est qu'elle doit être authentique. Là encore, j'en parle dans le livre Amour toxique, blessure et guérison. La communication authentique ne signifie pas une communication transparente. Loin de là. Et on a tendance à confondre les deux quand on a une blessure d'invisibilité ou une blessure d'humiliation. On a l'impression qu'on peut parler de tout à tout moment et qu'il faut absolument être transparent ou transparent avec l'autre. Ce n'est pas vraiment le cas. En réalité, il y a trois niveaux de transparence et selon l'étape à laquelle on est dans la relation, on va, oui, faire preuve de transparence, mais sur le niveau adéquat, approprié. Et quel que soit le niveau de transparence dans lequel on va toujours être authentique. L'authenticité, elle, n'est pas discutable, mais c'est le niveau de transparence qui l'est. Lorsqu'on vient de rencontrer une personne, le premier niveau de transparence, c'est celui des idées, des valeurs, de la vision de la vie d'une manière générale, mais pas encore trop intime quand même. C'est-à-dire en fait tout ce qui va faire qu'on va se retrouver sur certaines règles de vie, règles relationnelles. On va peut-être se découvrir des affinités sur la vision qu'on a des relations, etc. Donc c'est ça le premier niveau de transparence. On ne parle pas encore de nos émotions, on ne parle pas encore de nos projets intimes et on parle encore moins de nos intentions de vie. Et à mesure qu'on donne notre confiance à l'autre et que la relation évolue, là, on va passer au deuxième niveau de transparence, qui est la transparence au sujet des émotions, au sujet des besoins émotionnels. Là, on va pouvoir partager, par exemple, si l'autre nous blesse, on peut en parler librement, on peut parler aussi de nos blessures émotionnelles aussi. On peut parler de notre vulnérabilité, de nos fragilités. On va pouvoir s'ouvrir parce qu'avec de la confiance, on va ouvrir le cœur et on va pouvoir partager en toute sécurité ces pans de notre vie. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de parler de ses blessures émotionnelles, de parler de ses émotions profondes, de parler de ses blessures et de ses fragilités au début d'une relation. Et là encore, quel que soit le type de relation, même dans une amitié naissante, on ne parle pas de ces choses-là en début de relation. Et puis le troisième niveau de transparence, et celui-ci, c'est le plus intime de tous. Et là, véritablement, c'est quand on a vraiment pleinement donné notre confiance à l'autre, lorsqu'on est vraiment pleinement en sécurité avec l'autre, c'est à ce moment-là qu'on peut être transparente, transparent sur le troisième niveau de transparence, celui des intentions. Parce qu'une intention, c'est ce qui est au plus profond de nous. Ce sont nos projets de vie les plus intimes, ce sont les choses auxquelles on tient le plus, ce sont des désirs profonds du cœur. Ce genre de choses se partage vraiment quand la relation a atteint un niveau de confiance et de connexion profonde. Et le problème, quand on a une blessure d'invisibilité, c'est qu'on a le sentiment qu'authenticité égale transparence, et donc on va se sentir coupable de ne pas tout partager à l'autre. Mais non, on n'a pas à tout partager à l'autre. On y va étape par étape, palier de transparence par palier de transparence. Ce qui est intime est sacré et on ne le partage qu'avec les personnes, les rares personnes en qui on a pleinement confiance. Et dans l'une des précédentes vidéos, j'ai fait une métaphore entre ces sphères relationnelles et notre maison intérieure. Imaginez qu'on ait une maison intérieure et qu'il y ait des personnes qu'on fasse entrer dans notre jardin ou dans notre salon ou dans notre cuisine ou dans notre chambre. Vous voyez l'idée? À mesure qu'on offre notre confiance à l'autre, elle peut entrer de plus en plus à l'intérieur de notre maison intérieure et donc se rapprocher de notre cœur. Et la question que je pose ici, c'est où est-ce que vous avez placé cette personne dans votre maison intérieure? Parce que des fois, on a du mal à dire non, on a du mal à poser des limites. Donc la personne qu'on a envie de voir que dans notre jardin va se retrouver dans notre cuisine. Et là, c'est pas normal. Donc il y a quelque chose qui cloche, il y a une limite qui a été dépassée. Mais aussi, ce que je vous invite à avoir comme réflexion, c'est vous. Vous êtes où dans sa maison, à lui ou à elle? Est-ce que vous êtes en train d'accueillir une personne dans votre cuisine, dans l'intimité de votre cuisine? Pour moi, la cuisine, c'est vraiment un espace très intime. Est-ce que cette personne est dans votre cuisine et vous, vous êtes dans son jardin ou peut-être même devant le portail, même pas dans le jardin? Vérifiez ça aussi. Et ne donnez pas une belle place dans votre monde, dans votre maison intérieure
à quelqu'un qui vous offre une place éloignée de son cœur. Et là, je cite une phrase du livre qui résume tout ça. Refusez d'être le choix par défaut et n'accordez pas une place de roi à celui qui ne vous offre qu'un strapontin. Vous méritez d'occuper une place de choix. N'acceptez pas moins que cela. Et si vous voulez en savoir plus au sujet de la maison intérieure, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous allez y trouver tous les détails de cette métaphore de la maison intérieure. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.